Ok, bon, on va commencer. Hein. Il est chaud, Je Pierre. propose d'y aller. Donc, je partage le Miro, mais aujourd'hui, alors déjà, donc, bienvenue dans le Meetup. J'ai un circle où vous pouvez retrouver tous les comptes rendus, tous les replays des différents Meetups précédents. Il faut juste s'inscrire, mais sinon, c'est gratuit. Et puis, il y a d'autres ressources qui pourraient vous intéresser sur Kanban, les OKR, peut-être. Donc, aujourd'hui, on va vous présenter avec Alfred donc un cadran, un outil qu'on essaye de développer. Alors, c'est très early. C'est dans le cadre de Agile for Enterprise, mais ce n'est pas directement lié. Le but ici, pendant cette session, puisque dans ces meet-ups, on crash test des idées, c'est de l'essayer et puis de voir s'il y a du potentiel, si ça vous parle, si c'est intéressant pour vous, pour votre entreprise ou vos missions. Donc là, le but, on est plutôt au niveau stratégique. Le but, c'est un cadran, vous allez voir, qui permet de se situer entre, d'un côté, le niveau de turbulence environnementale. Alors, c'est Lucas, pour faire simple. Mais ça va être un tout petit peu plus complexe que ça. Et puis, en horizontal, le timing des décisions qu'on va prendre dans l'entreprise. Donc, d'un côté, ça va être finalement est-ce que l'environnement change vite ou pas? Et puis, de l'autre côté, c'est est-ce que l'organisation répond vite ou pas? Voilà, pour faire simple. Les prochains, avant qu'on passe directement, les prochaines sessions, alors je n'ai pas encore planifié la session de novembre, enfin je n'ai pas mis la date encore, mais en septembre, j'avais lancé un petit sondage sur LinkedIn sur l'agilité au-delà de l'équipe. C'était pour positionner les niveaux d'intervention des coachs agiles dans l'entreprise, opérationnelle, tactique, stratégique. Et donc j'essaierai de faire une synthèse des résultats que j'ai eus. Donc il y a des choses intéressantes. Et puis, le 9 décembre, on lance officiellement le framework, la V1 du framework Agile for Enterprise. Donc, vous aurez un lien en bas, mais ceux qui sont présents sur Paris, on fait une soirée. On est parti, donc voilà le cadran. Alors, donc, comme je vous l'ai dit très rapidement tout à l'heure, on va le voir plus en détail, mais donc sur la colonne de gauche, c'est l'environnement. Donc, c'est une échelle qui va de SUSO à VUCA. Alors, VUCA, tout le monde connaît, j'imagine. Hein, ça fait plus débat. Non, PIN n'y connaît pas. Ouais, faut peut-être que tu en précises. Ouais, donc c'est volatile, incertain, donc c'est VICA en français, complexe et ambigu. Donc c'est des environnements très incertains qui changent beaucoup. La volatilité, c'est l'information qui va venir et repartir, qui va changer potentiellement brutalement. Bref, c'est un environnement où prendre des décisions est compliqué et complexe. Malgré tout, il y a des environnements business qui sont du cas, et malgré tout, il faut prendre des décisions, notamment stratégiques, qui peuvent impliquer de l'investissement lourd, et donc faut pouvoir prendre de telles décisions. Et à l'inverse, on a l'environnement SUSO, donc ça, je l'ai piqué à Beyond Budgeting. Et c'est eux qui, enfin, à ma connaissance, c'est eux qui parlent de SUSO. Et donc, ça veut dire stable. Donc, il y a les deux S, c'est stable et simple. O, c'est pour obvious, c'est évident. Et U, c'est pour compris, understood. Donc, c'est les environnements, c'est à l'inverse de VUCA, des environnements très stables. On pourrait dire c'est à la fois stable et dans le modèle Kinevin, pour ceux qui connaissent, plutôt simple et compliqué. Voilà. Et Pierre, qui est un expert du modèle, mais c'est pour faire simple. Et donc, dans ce cadran-là, on a l'axe horizontal, et il est beaucoup plus simple parce que d'un côté, on va réagir dans le bon timing stratégique, et de l'autre, on va être en retard. Et là, on va avoir un cadran qui finalement nous donne 4 postures.
donc du leadership adaptatif, c'est-à-dire je suis dans un environnement qui est très incertain, très changeant. Malgré tout, j'arrive à répondre dans le bon timing stratégique. Si je descends, je vais avoir un environnement qui est plutôt stable. Pour autant, je réponds aussi dans le bon timing stratégique. Donc le premier, en haut, dans le leadership adaptatif, faut que je m'adapte parce que je vais prendre des décisions stratégiques et ma stratégie, elle va évoluer avec l'environnement. Et donc, on est dans du management, ce qu'on appelle le management stratégique, du développement stratégique, et pas seulement la simple exécution d'une stratégie. En bas, on est plutôt dans l'exécution d'une stratégie, puisqu'elle ne va pas, par définition, elle ne va pas changer très rapidement. Et puis, sur la droite, on a donc les organisations qui sont un cran en retard par rapport au changement de son environnement. Donc, on peut avoir une stratégie qui est plutôt défensive ou plutôt conservatrice. Donc, voilà les cadrans qu'on vous propose. Alors, on va rentrer plus dans le détail et vous allez essayer de vous positionner dans votre organisation ou alors dans l'organisation dans laquelle vous intervenez si vous êtes freelance. Donc, l'idée, c'est de se dire avant, on se posait la question, est-ce qu'on a la bonne stratégie? Est-ce qu'on va en changer? Alors, c'est toujours la question, les deux questions sont toujours valables, évidemment. Mais en plus de ça, dans les environnements changeants, on va se poser d'autres questions. C'est est-ce qu'on est capable de changer de stratégie? Et puis, est-ce qu'on peut passer de l'exécution stratégique au management stratégique, c'est-à-dire à la fois exécuter le plan et adapter le plan au fur et à mesure que l'environnement change. Donc, en fait, ces deux questions sont à la base de, finalement, l'idée d'amener de l'agilité au niveau de l'entreprise, au niveau des décisions stratégiques de l'entreprise. Je lève mon doigt. Vas-y, Pierre. Tu fais la différence entre la planification stratégique et l'exécution stratégique, ou tu pars du principe agile, entre guillemets, que ceux qui planifient exécutent? Alors, je ne parle pas de qui fait quoi là-dedans. Hein. Donc, c'est l'action en elle-même, d'accord. C'est l'action d'exécution stratégique. Et alors, ça peut être un plan, ça peut être un plan sur 5 ans ou un plan sur 3 mois. Je ne préjuge pas de ça. Hein. Okay. Et surtout, je ne dis pas qui décide et qui fait. Est-ce que ce sont les mêmes ou pas. Mais je sais que quand on avait fait ta session sur Agile Organisation, Pierre, toi, enfin, tu nous avais parlé de ça. Donc, mais je ne veux pas polluer. Ok. Non, très bien. On va repasser. Donc, je vais laisser Alfred parler. On va rentrer dans le vif du sujet. C'est-à-dire qu'on va vous poser quelques questions, les plus simples possibles pour l'instant, et pour que vous puissiez vous positionner. Donc, à toi, Alfred. Ok, super. Donc, la première chose qu'on va vous demander, c'est sur le premier axe, donc l'axe vertical, concernant alors votre organisation, à vous de voir où vous mettez le périmètre. Est-ce que c'est toute votre entreprise? Est-ce que c'est votre business unit, votre filiale? Et si vous êtes consultant, à voir si vous prenez le cas d'un client en particulier ou votre entreprise elle-même de consulting. En tout cas, faites un choix pour l'ensemble de l'atelier. Donc, l'idée, c'est d'essayer d'évaluer sur ce premier axe vertical par rapport à l'environnement dans lequel baigne l'organisation, donc pas l'intérieur, mais l'extérieur. Quel est le degré donc, de SUSO VUCA? Ça, vous avez compris, le côté ambigu, complexe, incertain, volatile, etc. Dit autrement, est-ce que l'environnement est plus ou moins lisible ou pas? Est-ce qu'il est plus ou moins mouvant ou pas? Ça, c'est un premier axe. Un deuxième axe, c'est celui de l'hypercompétitivité. Donc, à quel point la concurrence peut facilement répliquer notre avantage ou celui d'un autre acteur. Ensuite, il y a l'aspect de l'accélération du changement. À quelle vitesse évoluent les usages, les technos, les régulations dans le secteur. Et enfin, il y a celui de la permacrise. À quelle fréquence le secteur subit-il des chocs récurrents externes? Donc, l'idée, c'est que sur chacun de ces 4 sous-axes, qui sont tous une déclinaison de l'axe vertical principal qu'on a vu juste avant avec Laurent, sur chacun de ces sous-axes, on va dire, l'idée, c'est d'essayer d'évaluer avec un score de 0
à 5. Donc 0, c'est le minimum. Donc par exemple, sur SUSO VUCA, 0, ça voudrait dire on est SUSO, 5, on est VUCA, et toutes les gradations entre les deux, ben, on est quelque part entre SUSO et VUCA. Sur l'hypercompétitivité, ben, ça veut dire que 5, c'est le maximum de l'hypercompétitivité. L'accélération du changement, ça évolue très vite, c'est 5. Et permacrise, c'est la permacrise permanente, c'est 5. D'accord ? 0 voulant dire il n'y a pas de crise. Accélération du changement, si on est à 0, ça va, ça change pas vite du tout. Voilà. Et hypercompétitivité, si on est à 0, c'est qu'en gros, on est le leader indétrônable, quoi, en gros. Ce que vous pouvez faire, c'est quand vous avez identifié les 4 chiffres, alors si vous hésitez sur une des questions, vous hésitez entre 2 chiffres, bah vous notez les 2. L'idée, c'est de faire la somme des 4 chiffres que vous obtenez. C'est aussi léger, aussi simple que ça. Ça ne veut pas dire que c'est facile, mais c'est très léger, très simple. OK, pas d'objection à ce qu'on passe à la suite. Alors, OK. Donc, en attendant, vous pouvez essayer de vous y retrouver. Vous avez fait la somme. Vous pouvez voir si ça correspond à… Donc ici, la somme que vous avez obtenue, ça vous donne un score. Voilà. Et ce score, a priori, est entre 0 et 20. Voilà. Donc, voilà, il y a quelqu'un qui nous partage 4 plus 0 plus 3 plus 4. Et donc, ça fait 11 en vertical. Et donc, si on prend l'exemple de ce 11, c'est-à-dire dans la fourchette 8 à 12, on est sur un contexte moyennement turbulent. La synchronisation devient critique. C'est-à-dire qu'on commence à avoir besoin de se synchroniser, par exemple, entre équipes, entre départements, etc. On notera que dans l'exemple que tu nous as partagé, il y a un axe 0, ok, très bien, donc là, a priori, ça va. Par contre, sur les 3 autres axes, là, ça pique un peu plus. D'accord ? Donc ça vous fait un premier score. Vas-y, je t'en prie pour le deuxième. Donc, deuxième axe, la manière de calculer va être la même à la fin. On va avoir une note de 0 à 5 sur 4 sous-axes, et puis il faudra faire la somme. Les 4 sous-axes, en fait, c'est par rapport aux capacités de réactivité, de flexibilité, d'adaptabilité, de proactivité. Donc, on a pour ça une question phare pour chaque. La première, c'est est-ce que vous réagissez vite aux signaux faibles de votre environnement? Donc là, si vous ne réagissez pas aux signaux faibles, c'est 0. Et si vous réagissez instantanément ou en continu, vous allez marquer 5. Deuxième question, l'organisation sait-elle s'ajuster sans se désorganiser? C'est à la flexibilité. On peut prendre en compte des demandes non standards et revenir sur ce qu'on sait faire. On s'ajuste sans se déformer. Troisième question, est-elle capable de transformer ses structures? Donc, on est sur du un peu plus long terme. On se transforme plus durablement. Et puis, à la fin, on est sur la proactivité. Est-ce que vous testez avant vos concurrents? Est-ce que vous expérimentez des choses? Est-ce que vous êtes sur de l'innovation, n'importe quel type d'innovation? Donc, créer avant d'être contraint de suivre. Donc là, je vous invite à mettre une note de 0 à 5 sur les 4 axes. Vous allez pouvoir faire comme tout à l'heure, voir si en fait ce que vous avez correspond, est-ce que ça vous parle? Est-ce que l'interprétation vous fait écho avec ce que vous pouvez vivre ou ressentir dans votre organisation? Donc là, le premier exemple partagé, 2 plus 1 plus 2 plus 3, donc 8 sur l'axe horizontal. 8, on est sur capacité partielle, des réflexes existent, mais ne sont ni généralisés, ni pilotés. Est-ce que c'est ce que tu avais en tête? Oui, apparemment. Super. 1 plus 2 plus 2 plus 1, donc 6. On est au même endroit au début de l'échelle. OK. Très bien. Bon, donc vous avez maintenant vos 2 axes. Vous avez noté vos 2 axes. On va faire un petit exercice de positionnement. Donc, il n'y a plus rien à calculer. Vous allez vous positionner, donc vous allez mettre une gommette. Alors, vous allez mettre une gommette plutôt verte si ça correspond, si la notation finalement, si là où vous allez mettre la gommette, si ça correspond à ce que vous aviez en tête, si vous n'êtes pas surpris. Et puis, vous allez mettre rouge si vous êtes surpris de la réponse.
Donc, vous allez piocher dans les gommettes en haut à gauche et puis vous les positionnez sur les post-it du cadran. Et les 16 post-it qui sont là, c'est une vue un tout petit peu plus détaillée des 4 cadrans qu'on a vu juste avant. Normalement, idéalement, il n'y a pas de surprise, hein. Donc, le vert, ça serait plutôt une bonne chose. Personne n'est surpris par le résultat, en fait. Si je comprends bien, celle rouge au milieu, là, on va l'enlever. Ah. Alors, en toute transparence, hein, on vous a dit que c'était draft. Ça, c'est un des points, c'est que ça peut paraître trop simple, trop simpliste, et on peut avoir l'impression d'enfoncer des portes ouvertes. Après, Tant pis. vous n'êtes peut-être pas exactement la cible première, mais à voir. C'est comme tous les cadrans, hein, de toute façon. Oui. C'est forcément simpliste, hein, mais. Donc voilà, et puis vous avez donc le cadran à côté avec quelques explications, mais c'est ce qu'on s'était dit déjà en introduction. Oui, c'est assez simple, hein, comme on vient de dire, et c'est léger. Donc le but, c'est en fait de déclencher des discussions, de soit de prendre conscience de là où on est, mais surtout de pouvoir déclencher des discussions sur le besoin en agilité stratégique. Au départ, c'est ça l'idée. C'est-à-dire que là, si je reprends là où vous êtes, donc vous êtes quand même pas mal dans des environnements plutôt turbulents, plutôt évolutifs, qui nécessitent donc de pouvoir changer de stratégie, d'avoir une stratégie qui soit adaptative, qui change au fur et à mesure que l'environnement change. Et puis, c'est plutôt bien réparti. Vous êtes dans des entreprises dont ont besoin de nous. Hein? C'est les entreprises qui ont besoin de nous. Oui, c'est peut-être Ils ne font pas appel à nous quand tout va bien. Ces entreprises tout à fait qui ont besoin de nous, qui ont besoin d'agilité. Après, elles peuvent trouver leur réponse toutes seules, hein, et puis on n'a pas forcément toutes les réponses non plus. En revanche, elles ont besoin de cette agilité au niveau de la stratégie, c'est être capable de piloter le changement stratégique et de le suivre dans un temps qui est acceptable. Qui n'est pas optimal, mais qui est assez acceptable. En revanche, on a quand même deux entreprises dont le temps de réponse par rapport au changement sont plutôt à la traîne. Soit effectivement, c'est une stratégie qui est plutôt défensive, hein, on n'est pas leader, on ne cherche pas à être leader sur le marché, on cherche à être suiveur. Ça peut être un choix tout à fait... soit on est défensif, soit on est suiveur. Mais dans ce cas-là, il faut être suiveur rapide. Il ne faut pas mettre des années. Si tu me permets, il y a un truc dans le défensif où moi je dirais plutôt réactif. C'est qu'à l'heure actuelle, on a beaucoup d'entreprises qui vont avoir un ratio relativement négatif. C'est simplement parce qu'il y a une forme de panique à l'heure actuelle par rapport au marché. Donc on n'est pas en défensif, on est en réactif. C'est qu'on subit le marché, on le dirige pas. Ouais, en fait, on cherchait sur les titres, on se cherche encore, hein, parce que en fait, c'est une stratégie qui est un petit peu subie. À partir du moment où tu es en retard, mais réactif, je le comprends. Défensif, on le trouvait intéressant aussi, mais si on trouve de meilleurs, on va réfléchir à ta proposition. Si on trouve de meilleurs titres, on les prendra bien évidemment. Je suis gentil avec mes clients, tu vois. Ouais. On cherche quelque chose, des titres qui restent positifs. C'est pas forcément mal, hein, ça peut être le résultat d'un choix assumé. Mais dans ce cas-là, il faut le partager, il faut le communiquer, il faut que ce soit clair. Et puis derrière, on se met en ordre de marche par rapport à ça. OK. Voilà, c'était assez rapide, hein, parce que c'est tout ce qu'on avait à vous montrer. En fait, la question qui suit et qui peut générer un petit peu d'échange, c'est est-ce que ce genre de cadran, d'outils très simples, peut vous servir à déclencher les bonnes discussions en interne, à prendre conscience du fait qu'on soit à tel niveau ou à tel niveau.
voir est-ce que ça peut vous aider à prendre des décisions, enfin vous ou votre organisation. Non, mais ça, c'est pas mal du tout. Je vois ça très bien en tant qu'un petit workshop, comme une rétrospective organisationnelle que tu fais régulièrement. Et je me mets en position de coach parce que là, tu dis pour que tu révèles le système à lui-même et que les gens. Mais le risque, c'est qu'à un moment donné, si tu le fais tout le temps le même, c'est comme il y a une forme de déni, ils vont dire oh, mais je fais les actions, mais il n'y a pas les résultats, tu vois. Donc, mais c'est pas mal. Donc toi, tu le ferais un workshop régulier, pas forcément fréquent, mais régulier. Ouais, je ferai un kata. Un kata avec ça. Ouais. Tu ferais des katas, mais tu risques pas effectivement d'ennuyer les gens en Mais je utilisant ferai pas. toujours le même. Non, mais j'ennuierai si je fais que ça. Ouais. L'histoire, quand je fais les rétrospectives, l'objectif des rétrospectives, c'est qu'on a un plan d'action. Et je fais en sorte que tout le monde s'exprime. Après, je les apporte à une autre deuxième phase. Et comment tu résoudrais toi ce problème-là? Et après, tu poses la question en trois. Et ce serait ensemble comment on y arriverait. Par quoi on commence demain? Qu'est-ce qu'on fait la semaine prochaine? Et qui peut aider? Et parce que si tu fais que l'exercice, ils vont rapidement te dire ouais, c'est léger. Si cet exercice-là entraîne un plan d'action derrière, ça c'est quelque chose qui est plus ou moins mesurable et là tu vas les gagner. Ok. D'accord. Donc une version kata de ça, ouais. Intéressant. Moi, sur la forme, je sais pas, mais en tout cas, je pense que ça fait partie des outils qui peuvent aider sur le passage à je savais pas que je ne savais pas, quoi. Je n'ai pas encore pris conscience du truc, de la problématique, et du coup, c'est la première étape, quoi. C'est être conscient que je suis effectivement soit vachement dans du VUCA, ou ce positionnement sur ces axes. Après, ça peut permettre de prendre conscience de là où je suis, ou ensuite qu'on me propose quelque chose d'adapté. Donc, je n'appellerais pas ça un diagnostic, mais on est presque, on est quand même un peu là-dessus. Du coup, la question que je me posais, c'était bon, la forme, effectivement, pourquoi pas rétro, kata, etc. Je me demandais juste à qui on s'adresse là-dessus. J'ai l'impression qu'on est quand même positionné plutôt sur le top management, direction d'entreprise. Ah ouais, clairement, hein, clairement, c'est ça qu'on vise puisque ça touche à l'agilité de l'agilité stratégique. Donc à Ouais, mais on l'agilité peut aller d'entreprise. beaucoup. Pardon, on peut l'étendre beaucoup plus loin. Moi, je sortais d'une réunion avec mon groupe de recherche juste avant, où un middle manager s'est rendu compte qu'en fin de compte, je suis le CEO de mon entité. Oui. C'est-à-dire que également à ce niveau-là, il y a un plan stratégique. Un middle manager? Ouais. Je veux dire qu'un directeur d'unité. Ah oui. Ouais, ça de département. Un chef d'unité, un chef de département, une ou plusieurs équipes, une grosse, ça peut être, à un moment donné, ça va être intéressant parce que si tu prends un département infrastructure ou opérationnel, ils vont dire, moi je suis SUSA, moi je suis à l'aise. Mais il y aura forcément de la discussion hardcore parce que je dis oui, mais tu n'as pas tenu compte des risques qu'il y a là. Et donc, il y aura de la discussion. Et à un moment donné, tu vas surtout te rendre compte aussi que, par exemple, à quelqu'un qui est un peu plus bas dans l'échelle, il aura du mal à contredire le N+1, où tu vas arriver à un niveau on appelle ça le directoire, où aucun n'est aligné. Ou alors, ce qui se passe beaucoup, c'est qu'à l'heure actuelle, on est beaucoup ce qu'on appelle sur l'asset management, on est sur la gestion des actifs. Ce qui nous embête beaucoup quand on parle de direction au niveau de l'agilité, c'est qu'eux, ils pensent pas à augmenter la valeur, ils pensent à réduire les risques. On est sur un mode de réduction de risque. Donc, mais je trouve l'exercice vraiment intéressant, c'est très bien. Ok, donc moi, en tête, j'avais le faire avec plutôt du top management plutôt que du middle, mais effectivement responsable d'unité. Et puis de le faire multi-niveau, hein, c'est toujours intéressant parce qu'on n'a pas le même regard. Et ça, je rebondis sur un des post-it, il y en a 4. Je pense qu'on ne serait pas d'accord avec ma hiérarchie sur l'évaluation des indicateurs. Si on le fait en groupe, effectivement, on va pas être d'accord.
Et je pense que si on n'est pas d'accord, c'est justement ça qui peut déclencher les bonnes discussions. Donc, le fait de ne pas être d'accord, je pense que ce serait plutôt positif. Ouais, et si tu fais l'exercice maintenant, c'est la bonne période, ça permet de définir la vision et les OKR pour l'année prochaine. Ouais, je ne le situe pas exactement au même niveau, mais il faut que j'y Parce réfléchisse. que tu vois, le plan d'action pour résoudre les problèmes qu'on aura mentionnés, ça sera des objectifs. Ouais, effectivement. Ouais, en termes de transfo. Ouais, tout à fait. Pour la partie transfo, ouais, pas pour la partie business, ouais. Je pense pas qu'on risque d'avoir des réponses cohérentes avec la réalité. Euh, alors, il y a une partie normalement qui est objective, hein, c'est l'axe vertical, c'est plutôt objectif sur l'environnement. Alors évidemment, on a un point de vue, on a un regard, pardon, sur notre environnement business. En revanche, effectivement, sur la partie interne, c'est beaucoup plus subjectif, hein. Et encore une fois, moi, je le vois comme un exercice collectif. Et je pense qu'à plusieurs, on risque d'avoir une réponse plus cohérente avec la réalité. Ouais, William, c'est toi Ouais, qui as mis l'axe vertical, il n'est pas objectif non plus, hein. Sur ce point-là, il y a quelques boîtes qui font appel à des analystes extérieurs. Bon, après, on peut s'en remettre effectivement à leur objectivité et de là où ils parlent, mais pour faire des analyses sectorielles. Et une entreprise dans un secteur donné, l'environnement dans lequel elle baigne, pour une partie, l'analyse sectorielle peut décrire de façon, j'allais dire, neutre, objective, mais encore une fois, neutre entre guillemets et objective entre guillemets, mais peut aider à apporter cette information, j'allais dire, indépendamment du souhait de l'entreprise. C'est-à-dire que on n'est pas sur une perception. On peut être carrément sur quelque chose qui est décrit par l'extérieur, quoi. En partie. Jusqu'au moment où il y a une disruption. Je veux dire, quand Airbnb est arrivé, c'est-à-dire la disruption peut être aussi observée. Non, mais vous as raison, hein. Quand il y a une disruption, de toute façon, les analyses sont bonnes quand on est dans la continuité, mais la disruption, ça change la donne, il faut repartir sur des fondations. Ah oui, ça rebat les cartes. Ouais, ça rebat mais les cartes. En soi, la disruption, c'est le symptôme ultime VUCA, quelque part. Ouais. Alors, ceci dit, je te rejoins, William, c'est-à-dire que Alfred a raison, hein, il y a des gens qui peuvent scorer ça, mais la plupart des entreprises ne feront pas appel à ces gens-là, et le scoring, il reste subjectif. Maintenant, on regarde l'environnement. On ne se regarde pas le nombril, donc c'est un petit peu différent, quoi. Oui, et puis on va voir ça comme quelque chose qu'on va faire one shot, et puis hop, on part là-dessus pendant des années. C'est sûrement un exercice récurrent à faire en fonction de l'évolution du contexte. Et ouais, ça donne une clé de lecture du contexte. Après, c'est vrai que c'est toujours difficile d'être objectif, etc. Mais l'idée, c'est pas d'être précis, et c'est d'être au plus proche de la réalité. On se trompe pas forcément à la marge, peut-être même parfois plus qu'à la marge, mais pour au moins prendre une décision en connaissance de cause, quoi, en conscience, dans l'orientation qu'on prend. Mais il n'y a aucun modèle qui va donner évidemment la boussole parfaite. Absolument. Même si c'est en partie effectivement subjectif, de la perception et en fonction de là où on évalue, ce qui peut être intéressant effectivement, c'est de voir quel score on obtient d'après la perception qu'on a et où est-ce qu'on pensait être ou où est-ce qu'on voudrait être. Et s'il y a un écart entre les deux, ça peut déjà être en soi un axe intéressant de se dire est-ce qu'on veut progresser de là où on se perçoit et là où on voudrait être. Il y a un deuxième point que je pouvais souligner aussi sur l'axe horizontal. Aujourd'hui, on le présente en mode est-ce qu'on est plus ou moins dans le bon timing stratégique. Et toi, Laurent, t'apportes aussi le côté ça peut être le bon timing, ça peut être aussi à quel point les dirigeants ont confiance dans le fait que l'organisation va être dans le bon timing stratégique. Ce qui peut être une autre manière d'évaluer cet axe, non pas sur la rapidité de la réponse, en tout cas le bon timing de la réponse, mais sur la confiance dans le fait qu'on aura le bon timing dans la réponse. Ça peut être aussi une manière un peu décalée, un peu différente d'évaluer cet axe-là. Tout à fait. Pierre, tu as levé la main?
Moi, je le fais Oui, dans la main. bonjour à Moi, tous. Désolé, je vous ai rejoint. J'étais en mouvement, donc j'ai pas réellement participé à l'atelier, mais l'outil est intéressant. J'aime bien la démarche. J'aime bien aussi les axes proposés. La notion de timing, initialement, je n'étais pas à l'aise avec, mais je trouve qu'elle est intéressante parce que voilà, ça donne une vision dynamique à l'analyse. Sur l'autre axe, Ouais. sur l'autre axe, est-ce que des outils hyper classiques, type Pestel, SWOT, peuvent pas aider aussi les participants à… Voilà, c'est une façon de les prendre par la main pour factualiser un peu les choses. J'ai l'impression qu'on retrouve ces éléments-là sur cet axe-là. De mémoire, dans les 5 forces de Peter, il y a la dynamique concurrentielle, donc on pourrait éventuellement le mettre dans ce contexte-là, enfin dans cette force-là. Je pense que le pestel est peut-être celui qui colle le plus à l'axe vertical. Ouais. Maintenant, le pestel, c'est une évaluation sur différents axes. Et il me semble que nous, ce qu'on propose ici, là, sur cet axe vertical Suzo-VUCA, pourrait effectivement être perçu, analysé sur chacun des axes du pestel, politique, environnement, économique, etc. À mon avis, ça peut être un point à creuser. Et d'ailleurs, peut-être qu'ils ont déjà des analyses type pestel dans leur secteur. Maintenant, nous, la question qu'on pose, c'est pas où est-ce qu'on en est sur le pestel, c'est de dire comment ça bouge, à quel point c'est connu, maîtrisé ou pas. Voilà, c'est plutôt ça. Ouais. C'est une proposition pour les aider à rentrer dedans. Ouais, tout à fait. Ben, comme tu disais, c'est aussi la vision dynamique temporelle. C'est-à-dire que c'est pas juste de dire la photo à l'instant T d'un point de vue, par exemple, environnemental, on en est là, mais c'est aussi de dire est-ce que ça va de mal en pis? Est-ce qu'on est dans la maîtrise ou pas? Est-ce qu'on sait prédire ou est-ce qu'au contraire ça part à volo et ça a des impacts chez nous, quoi. C'est plutôt cette vision dynamique en fait. Est-ce qu'on voit vraiment que ça part à volo? Moi, je me mets en avocat du diable, je me mets à la position de quelqu'un qui est au niveau de la direction. On dit oui, le problème est connu. Et là, par contre, je me disais, connaissant les bestiaux que tu rencontres à ce niveau-là, et aussi la concurrence, à savoir, tu auras des grands cabinets de conseil, ce serait bien que vous ayez un truc quantifiable ou généré automatiquement comme un graphe sur Mentimeter, tu sais, un truc où chacun apporte son point de vue et après tu as une vue automatique relativement consolidée. Les questions que vous avez sont intéressantes, sont vraiment très bien. Il y a juste l'automatisation pour que les gens puissent avoir un graphe en sortie. On n'en est pas là. Oui, ça viendra. Ça viendra. Mais c'est une piste. Moi, il y a un troisième post-it là. Je préfère Cinéfine, les 3 points. Quelqu'un peut en parler rapidement? Oui. Donc, Knevin, c'est différents contextes, différentes méthodes, et donc il distingue ordonné, c'est-à-dire prédictible, chaotique, c'est-à-dire pas du tout prédictible, pas de lien de cause à effet, et puis complexe, qui est un peu entre les deux. Tout est entremêlé, si bien que on ne peut pas prédire toute action aura forcément une conséquence imprévisible. Et donc, l'idée de l'atelier 3 points, c'est on n'explique pas Knevin aux gens, parce que ça prend du temps à rentrer dedans. Hein. C'est qu'on demande, on a un certain nombre d'éléments qu'on a déjà générés d'une autre manière, et on cherche à les placer, à retrouver Knevin à partir des données. Et pour ça, on demande d'abord de trouver les extrêmes, les trois éléments extrêmes. Qu'est-ce qui est le plus incertain? Il y a des petites phrases, mais je résume. Qu'est-ce qui est le plus incertain? Qu'est-ce qui est le plus urgent? Qu'est-ce qui est le plus prévisible? Okay. Et une fois qu'on a placé ces 3 extrêmes, tout le reste est forcément, donc c'est les 3 fameux points. Tout le reste, en fait, est forcément une combinaison de ces éléments-là, et donc se place de façon ajustée en fonction des extrêmes. Certaines choses sont un peu à cheval entre l'incertitude et la prédictivité, d'autres entre incertitude et urgence, etc. Et on fait des placements relatifs, et après, on essaie de dessiner les frontières, et ils ne savent pas, mais ils ont redécouvert Knevin. Et après, la question, c'est, avec les 3 zones qu'on se constitue, on a divisé tous les éléments en 3 zones. En fait, il y a une partie où c'est
plus intéressant, on sait ce qu'il faut faire, donc planifions. L'autre, c'est plus incertain, donc ça veut dire qu'il faut explorer. Et puis là où c'est plus urgent, c'est qu'il y a le feu, comment on éteint le feu, comment on stabilise. Donc ça donne un peu les différentes stratégies, modes opératoires qui sont plus appropriés en fonction du contexte. Bien. Merci William. J'ai fait l'autopromotion. Ouais, j'ai vu. T'as pas bien fait. Non, parce que Kinefin, c'est très intéressant, mais ça va décrire le contexte. Le côté à droite, c'est une évolution de Kinefin qui s'appelle Agile Système Dynamique, qui va s'intéresser à la dynamique des gens dans le système. Et l'histoire qui est derrière, c'est que Kinefin, ça va définir la mer. Et moi, je préfère définir des surfeurs qui sont capables de chevaucher n'importe quel type de vague. C'est la nuance. Il y a les dynamiques dans Knevin aussi. Hein. Oui, non. Et, non, mais c'est bien. C'est bien parce que ça permet d'expliquer. L'avantage de Kinefin, ça permet d'expliquer ce que c'est qu'un système complexe. Qu'est-ce que c'est? Souvent, on en parle un petit peu. On parle aussi d'un système. Attends, on ne parle pas d'un système. Ça peut être un écosystème, mais c'est pas un système informatique. Mais c'est comment le groupe s'interagit. L'histoire, par exemple, de complexe, en fin de compte, ce qui se dit, c'est que c'est un système où les gens savent où ils vont, ils interagissent entre eux. C'est un endroit où il y a de la co-création. C'est typiquement ce qu'on va rechercher. La partie compliquée, c'est là tu analyses les résultats d'une situation complexe et tu prends une décision. C'est là où il y a le constructif irritant qui va dire, bah écoute, c'est done, c'est pas done, tu vois. Et le résultat de ça, c'est un élément qui est viable ou qui finit et qui est une solution simple. Mais donc, tu sais qu'un objectif doit être simple à lui et tu recommences à la courber et tu veux l'expression de chaque individu qui est chaotique. Où tu n'as pas de système en fin de compte. Et il faut que tu passes là-dedans pour arriver à un système complexe. Là, si ça vous intéresse. Bon, bah ouais, William. Après, Si je peux me permettre de rebondir. Faut pas que ça tourne au débat d'experts. Non, c'est pas ça. Je profite pour rebondir parce que je trouve que c'est l'aspect dynamique est quelque chose qui manque cruellement à ce modèle que vous présentez aujourd'hui. Ah oui, on l'a pas du tout pensé avec ça, c'est sûr. Parce que c'est bien d'être réactif au changement, mais si en plus on peut mettre en place localement une situation où c'est plus stable, on peut y gagner beaucoup. Donc faire un produit, et souvent l'agilité aide à faire ça, c'est de ce que Pierre vient de décrire, c'est de prendre quelque chose qui est assez instable, qui est assez fluctuant, et puis de dire, hop, je vais mettre des contraintes, là je vais définir un produit, c'est ça, c'est pas autrement, et puis je vais pouvoir gagner une économie d'échelle. Et puis après, par contre, si c'est trop stable trop longtemps, je suis sujet à de la disruption, donc je vais aller chercher aussi, je vais passer de la stabilité vers le complexe et aller chercher une nouvelle innovation. Donc il y a des mouvements à voir entre les deux. Ouais, on n'a pas du tout réfléchi à ça, donc merci pour cet insight. Ouais, c'est un très bon point. William, qu'est-ce qu'on fait ici? Ils n'ont pas réfléchi à ça. Pour tester on va dire la perception de là où on est assez clair sur les questions, sur les axes. À peaufiner, mais en tout cas, ça va bien. Par contre, sur là où on voudrait être, ça pose plein de questions. Est-ce qu'on le fait sur la base des 4 cadrans, des 16 post-it? Est-ce qu'on le fait globalement axe vertical, axe horizontal? Voilà. Est-ce qu'on le décompose aussi? Ça c'est un vrai sujet. Ouais. En tout cas, ce côté dynamique est vraiment intéressant de se dire par rapport à là où on se perçoit versus là où on pensait être ou alors là où on voudrait être. Rien que ce gap, déjà, ça peut aussi être intéressant. Ouais. Ma perception du truc, peut-être que je suis complètement à l'envers. C'est intéressant, je vois bien le workshop, genre rétrospectif, tu commences avec ça, voilà ce qu'on va faire. Tu switches directement sur tes questions, parce que le cadran est très bien pour exposer de manière rationnelle une idée. Et à la fin, par rapport au résultat des questions, tu reviens sur le cadran. Mais tu le mets complètement à la fin. C'est juste, là ce qu'on va faire, tu poses tes questions, pour résultat, poum, dans le cadran, on est là. Tu vois. C'est comme ça que je vois. Super.
Ouais, je vous propose de conclure. C'était un meet-up rapide et léger qu'on souhaitait faire. Vous avez un lien ici là sur comment dire, le PDF qui explique tout ça. Si vous souhaitez en savoir plus, si vous souhaitez l'utiliser, n'hésitez pas. Vous pouvez nous solliciter aussi pour avoir plus d'informations. Et puis, si ça vous intéresse, comme je vous l'avais dit en début de meet-up, donc le 9 décembre à partir de 18h30, donc c'est à Levallois-Perret, plus précisément dans les locaux de Médiamétrie. On est reçu pour donc le lancement de la version, la première version d'Agile for Enterprise. Donc c'est un framework d'agilité entreprise. C'est loin d'être parfait, c'est une première version. Mais en tout cas, voilà, elle existe. Et donc, le lancement aura lieu le 9 décembre. Vous êtes conviés. Donc, il y aura une première partie où je vais expliquer un petit peu de quoi ça parle. Et puis après, surtout, on a un cocktail dînatoire avec un vrai traiteur, etc. Donc, ce sera convivial. Donc voilà, si vous êtes intéressé, vous allez sur lancement.agileforentreprise.com et vous vous inscrivez. C'est aussi simple que ça. Et promis, je ne viendrai pas. Ouais, mais tu peux, ça me ferait plaisir. Attends, j'habite à l'autre bout du. Moi, Ouais, vous êtes à 1000 km. Ok, merci à tous. C'était chouette de vous voir. Ouais, c'est toujours un plaisir d'échanger avec vous. Et pour une fois, d'interagir live avec William et pas via un chat. Ça marche. Super. Merci, merci beaucoup. Sinon, Laurent, Merci à tu vous. l'avais vu celui-là? Non, je ne le connais pas, celui-là. Assez intéressant. Inspiré bien sûr des Toyota Kata. Ouais, Et il parle sur des petits katas, des exercices comme ce que tu viens de faire, avec une collection d'exercices. Et donc, je mets mon nez dedans et je pense que je vais le piquer. Mais je le passe aux copains parce que jette un coup d'œil. Joe Krebs, germano-américain, il avait écrit il y a une quinzaine d'années le premier livre sur Agile Portfolio Management. Pas mal, et c'est pour du coaching. Par exemple, comme ton outil, je le vois bien en coaching. ouais. Ah ouais. Très bien. Ok, Bon boulot. merci beaucoup. Merci à tous.